Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui nous allons voir, donc on va un petit peu modifier notre API, on va même beaucoup la modifier, et ce coup-ci on va lui associer une base de données. Alors pour ceci je vais ouvrir un nouveau dossier que j'avais créé avant, voilà. Donc on va laisser notre ancien code pour l'instant de côté et ce coup-ci on va commencer par regarder le fonctionnement de la base de données qu'on va utiliser. Alors ici je n'utiliserai pas de base de données externe, je vais utiliser une base de données embarquée. Donc après, à vous de choisir ce qui vous intéressera comme base. Si vous travaillez déjà avec tel type de base de données, comme du MySQL ou des choses comme ça, ou du Mongo. Donc dans Go, on a un paquet de drivers pour pas mal de bases de données, à peu près toutes les bases de données les plus populaires, on arrive à trouver des drivers pour Go. Que ce soit du SQL ou du NoSQL, on a des drivers pour Redis, pour Mongo, pour CouchDB, pour LevelDB, on a même une implémentation de LevelDB. Donc ici, moi j'aimerais justement que ce soit l'occasion de voir une base embarquée. Donc c'est-à-dire que cette base sera directement inclue dans notre code, comme n'importe quel package, et à la compilation, on aura un moteur de base de données directement intégré à notre code. Alors pour ceci, j'ai utilisé BoltDB. Alors BoltDB, c'est une base NoSQL qui est assez connue, qui est pure Go. Il n'y a pas de code en C dedans, c'est uniquement du Go. Elle a l'avantage d'être rapide et surtout donc c'est une base embarquée. Donc elle sera inclue à notre code. Donc comme je vous dis, c'est vraiment pour l'exemple de la base de données. Ça me permet de vous montrer une base embarquée, et puis donc une des plus connues. Mais vous pouvez très bien utiliser, ce sera finalement le même principe quand on repartira sur le serveur. Ce sera le même principe si vous utilisez une MySQL, une Mongo ou que sais-je. Votre code sera différent parce qu'il faudra l'adapter à la base de données, enfin au driver de votre base. Mais le principe fondamental des routes qu'on va utiliser sera le même. Donc pourquoi BoltDB? Déjà parce qu'elle est populaire, mais surtout j'en ai essayé d'autres. Donc j'ai essayé LevelDB qui était vraiment trop simpliste. Parce que là on a en fait dans Bolt vous allez voir on a des ensembles de clés valeurs qu'on appelle des buckets. Mais ça reste des ensembles. Que dans LevelDB, dans l'implémentation Go LevelDB, on ne pouvait pas faire autre chose que des clés valeurs. Donc ça a commencé à se compliquer quand on voulait faire des sous-ensembles, puisqu'il n'y avait pas vraiment d'ensemble en fait. C'était une clé, une valeur, point. Un petit peu comme le local storage en HTML5. Donc ça va pour stocker des petites choses, mais dès qu'on veut des structures un petit peu plus complexes, c'est tout de suite ingérable. Alors que bon, les buckets de BoltDB permettent un peu plus de souplesse. Ensuite, j'ai essayé aussi Tdot. Alors Tdot, ça m'a l'air d'être une très bonne base. Sauf que par défaut, alors j'ai pas pu fouiller plus avant dans la base, dans les paramétrages, mais a priori on pouvait pas faire autrement. Donc par défaut, moi j'avais besoin de stocker quelques bricoles pour les exemples, et je me suis retrouvé avec une base qui faisait 512 mégas. Donc j'ai un gros pavé de 512 mégas qui arrive là au milieu, qui en plus est shardé par défaut, donc il est découpé en plusieurs morceaux. Puisque Tdot permet de faire du sharding, donc vous pouvez découper votre base en morceaux et puis la dispatcher sur plusieurs serveurs différents. Donc du coup,
j'ai envie de dire que Tidot, c'est plus pour des gros projets avec des grosses bases, plutôt que des petites bricoles comme là on va faire. Donc a priori, si vous êtes amené à manipuler des grosses bases avec des trucs genre CMS, tout ça, euh, Tidot serait peut-être pas mal. Mais si vous avez besoin juste de petites bases pour stocker, je sais pas, des noms d'utilisateurs, enfin vraiment le minimum, Tidot ça va vous faire une base énorme pour stocker 4 clés, 4 valeurs, quoi. Donc c'est pas intéressant. Alors une fois de plus, je me suis pas intéressé, c'est peut-être moi qui n'ai pas su comment la paramétrer. Je me suis pas intéressé plus que ça. J'en ai essayé deux trois et du coup je me suis quand même tourné vers Bolt, qui est quand on cherche une base embarquée, c'est vraiment le nom qui revient le plus souvent. C'est une des bases les plus populaires pour ça. Bon, eh bien, on va commencer tout de suite. On va s'y mettre. Alors, on va se faire un nouveau. Donc j'avais créé un nouveau dossier, hein. Vous pouvez en créer un aussi où bon vous semble. Donc on va faire le fichier main avec le package main. Là on est bon. L'import on va le laisser se démerder. Et puis on va faire notre fonction main. Et voilà, on va lui mettre notre code. Qu'est-ce qu'il veut? Non, voilà. Je vais juste fermer ceci. On est bon, on est parti. Donc là, notre main est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, hop, ouvrir un terminal et on va installer notre base de données. Alors, vous avez juste à chercher BoltDB. Hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Hop, voilà, GitHub BoltDB. Hop, vous allez ici, voilà. Et vous allez vous faire un petit copier-coller de ceci. Alors, voilà, copier. Bon, vous pouvez le taper à la main, hein, mais autant se faire un copier-coller de la ligne. Donc, on fait un go-get, hein, normal, pour installer notre librairie. En fait, puisque c'est une librairie, c'est un package. Ici, on n'oublie pas les trois petits points. Parce qu'en fait, derrière ce stash, il y a encore plein d'autres choses. Il y a plein de sous-packages. Donc en fait, les 3 points, ils vont simplement nous dire que ben, on va récupérer tout ce qu'il y a là. Donc voilà, ce qui est dans le paquet Bolt. Et on va récupérer tout ce qui est dedans. Donc allons-y, hop, on va faire un copier, hop, on va fermer, coller. Alors vous là, vous pouvez faire entrer, si vous n'avez jamais installé BoltDB, vous tapez sur entrée, ça va s'installer. Moi je vais juste rajouter un petit flag. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous le faites, c'est pas très grave. J'ai ajouté le flag U, ce qui fait que moi, comme c'est déjà installé, ça va en profiter pour, s'il y a besoin, le mettre à jour. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il a checké tout ce qu'il y avait à checker, et puis ma version est à jour, donc il n'y a pas de souci. Donc, soit la ligne telle que vous l'avez copiée, soit avec un U, si elle existe déjà. Ça vous permet d'updater en fait le package. Donc à partir de là, dans nos packages, maintenant on a le package BoltDB qui est disponible. Alors, nous allons ouvrir notre première base de données. Alors, voilà. Donc, on va utiliser une méthode qui va nous renvoyer une base de données et une erreur. Alors là, c'est la partie la plus simple. On va faire bolt open. Voilà. Et on va lui passer 3 choses. Alors, on va lui passer déjà, on voit qu'il veut un chemin. Bon, notre chemin ici, ce serait ça. Route, slash,
Et puis on va appeler ça dbtest, par exemple. .db. Donc dans ce cas-là, si on veut le mettre au même niveau que notre fichier main, donc dans notre dossier root, on n'a pas besoin, oula, pourquoi il m'a fait un copier-coller, hop, on n'a pas besoin de ça. On lui met juste le nom .db et puis c'est parti. Donc ici, on va lui mettre alors un mode OS file mode. En fait, c'est le comme on avait déjà vu c'était pour l'objet file. On veut un code pour c'est en fait la même chose que le chmod. C'est les permissions en lecture, en écriture, voilà. Donc 0,777, les permissions les plus hautes. Hein, ici, on va pas s'embêter, mais vous pouvez gérer vos permissions de manière plus fine avec ce chmod. Donc voilà. Et la troisième chose, ce sont des options. Alors là, je vous laisse aller regarder dans la doc de Bolt. Ici, on va pas s'en occuper. Mais allez quand même voir, il y a peut-être des choses qui vous intéresseront pour votre base, si vous voulez la mettre en production. Il y a peut-être des choses, on peut régler un timeout par exemple, ce qui peut être très intéressant, parce que ça évite les engorgements si la base a un problème et qu'elle ne peut pas répondre. Bien, toutes vos connexions vont arriver et puis ça va bloquer, ça va attendre indéfiniment. Donc vous pouvez ici mettre un timeout pour dire bah tiens, si la base a pas répondu, a pas trouvé de réponse valable en tant de temps, eh bien on stoppe la connexion à la base. Voire après on peut traiter pour envoyer un message d'erreur. Voilà. Donc là on va mettre pour l'instant tout simplement nul. Voilà, donc là on va faire juste un petit if error différent de nul. On va faire ça comme ça, et puis on va mettre un fmt printline de error, hein. Allez hop, tout simplement. Voilà. Alors ici, hop, il m'a pas importé fmt, c'est pas grave, on est parti. Oui. Donc là on est bon. Et maintenant, je vais faire un defer db, puisque notre base de données on l'a appelé db, close. Bon, jusque là rien de bien sorcier. J'ai fait un defer, hein, comme d'habitude, j'aurais pu très bien mettre le close tout à la fin de mon programme. Là je le mets ici, je vais même le mettre, voilà, je vais le mettre ici. Donc voilà, on a ouvert notre base de données et on l'a refermée à la fin du traitement. Maintenant, on va passer à la partie déjà un petit peu moins simple. Alors oui, au passage, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais on utilise Open. Donc Open va ouvrir une base de données, mais si on ne peut pas l'ouvrir parce qu'ici, simplement, elle n'existe pas, elle va être créée. Voilà. Et par contre, si elle existe déjà, donc la deuxième fois qu'on lancera ce code, la base aura déjà été créée, donc elle sera ouverte. Donc là, pas de souci, on n'a pas à gérer si la base existe déjà ou pas. Alors, comment ça fonctionne dans Bolt? On ne tape pas directement dans la base de données. On va ouvrir dans un premier temps une connexion vers la base de données et ensuite on va aller chercher un résultat ou updater. Donc on va écrire ou lire dans cette base, mais on va être obligé de passer par à chaque fois une connexion. Ces connexions ne sont pas safe. Donc il faudra utiliser des mutex si on ne veut pas se retrouver avec un engorgement sur la base. Donc si on utilise des goroutines, il faudra utiliser des mutex. Ensuite, eh bien on va faire notre première connexion. Oui, alors,
Ensuite, il existe deux types de connexion. On a un type qui est en lecture-écriture et on a un type en lecture seule. Donc lecture-écriture c'est update et lecture seule c'est view. Mais on va voir ça tout de suite. Donc on va faire notre première connexion, notre première transaction en fait. Donc ici on va faire db dot update. Alors ici du coup qu'est-ce qu'on nous demande? Eh bien on nous demande tout simplement, donc ça renverra une erreur. Alors ici sciemment je ne vais pas la traiter, le retour sera optionnel, donc je ne la traite pas. Si vous voulez la traiter, vous pouvez le faire. D'ailleurs il est même conseillé de le faire normalement. Mais là pareil comme d'habitude pour rester relativement simple, je ne vais pas traiter cette erreur là. Donc il nous faut une fonction. Donc ici, on va avoir une fonction anonyme qui prendra un pointeur sur un objet TX. L'objet TX, c'est ni plus ni moins que la transaction. Donc on va faire ça comme ça. Func, on va appeler ça TX pour transaction, qui va être un pointeur sur bolt TX. Donc finalement, rien de super compliqué, hein. Voilà. Et puis voilà. Donc du coup j'ai pas mis l'erreur parce qu'elle n'est pas, c'est pareil, elle n'est pas obligatoire, enfin il me semble pas. Ben on verra si ça nous donne une erreur. Je crois que l'erreur est optionnelle, mais je n'en suis pas sûr, le retour là. Donc on verra, si on a toujours une erreur, on mettra ça là. Alors premièrement, donc on va vouloir créer une collection. Une collection finalement de clés valeurs. Cette collection, on va lui donner un nom. Donc dans Bolt, les collections c'est des buckets, des seaux de données en fait. Donc on va faire bucket. Alors ici je vais bypasser l'erreur, hein, mais normalement on récupère une erreur. Et donc pour ceci on va faire tx, parce que là on va récupérer la transaction. Point. Alors où est le souci? Ah bah oui. Hein, voilà. Ce sera quand même beaucoup mieux comme ça. Donc j'en étais où? Tx. Point. Ah bah oui, voilà, ça marche mieux. On a create bucket. Mais ici, on va faire create bucket if not exist. Donc comme ça, si on avait... Donc ici, on va faire create bucket. On va créer un nouveau bucket. Mais celui-là, donc il va permettre de checker avant si il n'existe pas déjà, et ce qui va nous permettre nous justement donc s'il existe il lèvera une erreur, et ça nous permet de pas overrider par inadvertance, d'overrider un bucket qui existe déjà. Donc on va sur notre transaction et on va chercher create bucket if not exist. Donc c'est une méthode. Qu'est-ce qu'elle prend en paramètre, notre méthode? Donc elle va renvoyer un bucket et une erreur. Donc là c'est ce qu'on a, enfin un pointeur sur un bucket. Donc ici on l'a appelé bucket. On a ici notre erreur. Donc et il nous faut un slice d'octet qui sera en fait le nom du bucket. Donc le bucket, je le rappelle, c'est un ensemble. C'est par exemple si on voulait un fichier client, donc là on mettrait par exemple le code client. Pourquoi pas. Et puis dans le code client, on aura après des paires clés-valeurs. Donc on aura le nom avec la valeur, le prénom avec la valeur, l'adresse et ainsi de suite. Mais le bucket, c'est ce qui va contenir toutes ces clés-valeurs. Et donc dans une base, on a autant de buckets que l'on veut. Alors après, on peut, alors ici on va pas pousser le concept très loin. On va utiliser un bucket avec voilà des clés-valeurs. Mais il faut savoir qu'on peut créer des buckets de buckets. Donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir donc justement vos buckets clients. Donc par exemple le bucket 1 ce sera client 1, bucket 2 client 2 et ainsi de suite. Vous pouvez mettre tout ça dans un bucket client. Et ainsi vous avez votre bucket client avec à l'intérieur chaque client qui est un autre bucket qui comprend des clés valeurs. Et vous pouvez avoir dans la même base
Donc votre bucket client, votre bucket produit par exemple, vous pouvez tout mettre dans la même base si vous voulez, comme ça, en incluant des buckets à l'intérieur de buckets plus gros pour les contenir. Donc ici on va juste faire voilà, un ensemble de clés valeurs pour l'exemple, mais vous pouvez faire des ensembles d'ensembles. C'est pas limité du tout. Donc on va juste donner le nom à notre bucket. Donc ici on va mettre slice byte et on va mettre comme nom test. On s'en fout complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut elle? Ouais, il veut que je lui mette l'erreur en fait, hein, je crois. Voilà. Ouais. Donc voilà, l'erreur n'est pas optionnelle. Hein. Ça, maintenant, on le saura. Donc, maintenant qu'on a notre bucket, on a créé notre ensemble. Il ne nous reste plus qu'à le remplir. Donc ici, on va faire bucket. Point. Alors, hop là. Point put. D'ailleurs, vous voyez, dans bucket, j'ai create bucket if not exist. Donc je peux créer des buckets de buckets. Donc j'en étais à put. Voilà. Et ici, on va simplement mettre des clés valeurs. Et on voit que ça renvoie une erreur. Alors les clés valeurs, c'est pareil, hein, c'est sous forme de slice d'octet. Donc on a l'habitude. J'aurais même pu créer un type pour ça. Bon, on le fera peut-être dans le serveur. Ici, on va laisser comme ça. Alors, on va appeler ça 1. Et on va appeler ça valeur de 1. Alors, je vais me faire un petit copier-coller. Voilà. Et là, vous vous doutez bien que je vais mettre valeur de 2. Là, je viens juste d'injecter 2 valeurs dans mon bucket qui est dans ma base. Donc, en fait, rien de bien compliqué. Si je veux récupérer une valeur, on n'oublie pas qu'il y a 2 types de connexions. Donc, on verra le deuxième tout à l'heure. Celui-ci, c'est le type en lecture et écriture. Donc, l'écriture, c'est ça. Mais je peux aussi lire directement dans ce type-là. Si je veux, je peux faire un... Alors, on va appeler ça... J'ai aucune idée, on va l'appeler A. Hein. A, ça va être égal à bucket point get. Ce coup-ci. Alors, on voit que get, il va prendre, pareil. Donc en fait, il va falloir lui passer une clé. Il va prendre une clé sous forme de slice d'octet. Et il va renvoyer un slice d'octet. Donc il faudra faire attention. Si on ne veut pas se retrouver avec en résultat un tableau avec des chiffres dedans, eh bien il va falloir faire un casting. Donc ici, on va faire get. Et puis je vais lui demander de récupérer ceci. Non, on va récupérer la clé 2. Enfin, à la limite, peu importe. Voilà. Donc, ici, je vais récupérer la clé 2. Et par contre, je vais faire le fmt.println. Et là, par contre, je vais faire un casting en string de A. Voilà. Donc voilà, finalement, rien de bien compliqué. C'est un petit peu long par rapport à certaines autres bases parce qu'il faut aller créer des connexions. Mais voilà, il n'y a rien de super compliqué. Donc on crée le bucket qui est l'ensemble. Et puis dans cet ensemble, on va poser tout ça. Et du coup, ici, on va aller après récupérer dans notre bucket. On va aller récupérer notre clé. Voilà, donc on voit depuis tout à l'heure que ici il me met une erreur. Hein, il
me met un petit avertissement. Pourquoi? Missing return at end of function. Donc il attend un retour. Donc ici, eh bien, donc là, il pourrait y avoir des erreurs. Normalement, alors elles sont optionnelles, mais on pourrait faire ceci. Donc il attend, lui, un retour. En retour, il attend une erreur. Ben, d'ailleurs, je vais gérer les erreurs pour vous montrer comment on doit faire. Donc ici, je vais faire erreur égale, puisque erreur a été définie ici. Donc là, on le redéfinit. On n'assigne rien du tout, puisqu'on a déjà assigné quelque chose ici. Donc ici, on le redéfinit, donc juste le symbole égal. Et on va faire if error. Alors, différent de nul. Là, on fera return error. Donc s'il y a une erreur, ben, on va la retourner, puisqu'on attend une erreur. Et donc, sinon, donc ici, pas besoin de mettre un else, puisque s'il y a une erreur, on retourne l'erreur. Donc automatiquement, ce bloc-là s'arrête ici. On s'arrête au retour, en fait. On fait le retour, donc là, on va sortir de la fonction. Donc tout le reste ne sera plus évalué. Et donc, par contre, sinon, ça va passer par-dessus s'il n'y a pas d'erreur, et on retournera tout simplement nul. Voilà. Donc, petit récapitulatif, on crée une nouvelle transaction, donc une connexion vers notre base de données. On va créer un bucket en utilisant create bucket if not exist pour ne pas overrider un bucket s'il existait déjà. Donc, on crée ça depuis notre connexion, notre transaction qui a été ouverte. Après, dans le bucket, on fait tout simplement, on va faire put des ensembles de clés valeurs. Alors, on ne peut pas, de toute façon, vous aurez un message d'erreur, on ne peut pas transformer des types numériques en slice d'octets. On ne peut faire ça qu'avec des chaînes de caractères. Donc ici, si vous voulez stocker des types numériques, par exemple des entiers, eh bien, il faudra faire après le casting avec strconv. Il faudra le faire à la sortie. Mais vous ne pourrez stocker que des chaînes de caractères. Donc on stocke ici, voilà, dans notre bucket, nos ensembles de clés valeurs. J'aurais pu en mettre plus, hein, là j'en ai mis 2 pour l'exemple. Et ici ce que je fais, hop, je vais récupérer dans A la valeur qui sera stockée à la clé 2. Et puis après je l'imprime. Ok, on est parti. Alors, go run mango. Voilà, valeur de 2. Et on voit au passage que ma base de données a été créée. En plus, si je fais... voilà, on voit elle fait 32 kg. Donc c'est vraiment une petite base de données. Donc c'est une base qui augmentera au fur et à mesure, ou diminuera au fur et à mesure de ce qu'on va lui mettre dedans. Donc voilà, là on peut écrire et lire, donc ça peut aller dans les deux sens. Il y a aussi quelque chose à savoir avec update, c'est que on ne peut avoir qu'une connexion à la fois. Donc ici, on ne pourra pas faire 2 updates en même temps. La base de données, elle ne prendra pas 2 updates en même temps. Elle les prendra automatiquement l'un après l'autre. Alors que avec la transaction qu'on va voir en lecture seule, on peut avoir plusieurs transactions simultanées. Mais il faudra quand même utiliser des mutex. Mais par contre, plusieurs transactions peuvent être ouvertes. Donc on peut ouvrir toutes les transactions en même temps. Par exemple, 10 transactions en même temps. Et on mettra nos mutex à l'intérieur juste au moment de l'appel des données. Mais les transactions peuvent être ouvertes en même temps. Alors que update, pas du tout. Update ouvrira les transactions l'une après l'autre. Donc ici, en fait, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Et maintenant, on va faire une transaction read-only. Donc en plus de pouvoir avoir plusieurs transactions simultanées en read-only, ça permet, eh bien, dans le cas, pour revenir au cas d'un CMS, seul l'administrateur a besoin de faire des updates. Sinon, on va utiliser, pour le CMS lui-même, pour l'affichage, on n'utilisera que des views. Donc ici, on voit que c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Hein.
on va pas être dépaysé, donc on va mettre pareil, tx, qui sera de type bolt.tx. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on n'oublie pas le retour d'erreur. Et ici, eh bien, on va faire pareil, on va faire bucket. Donc bucket qui va, oui, qui va reprendre une erreur aussi. Voilà, donc ça va être pareil, tx, point. Et là, on va tout simplement mettre bucket, puisqu'on ne veut pas créer un bucket, on veut en récupérer un. Et on voit que bucket, il prend un nom. Et il renvoie un bucket. Et bien donc, on va mettre le nom qu'on a créé tout à l'heure. Donc sous forme d'un slice d'octet, on n'oublie pas, hop, voilà. Et mon bucket s'appelle test. Ah oui, celui-là, il ne renvoie pas d'erreur. Ok. Autant pour moi. Donc on va faire, on va retourner nul tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Eh bien, comme tout à l'heure, je vais pouvoir faire bucket.get. Voilà. Je vais y mettre mon slice d'octet 2. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais aller chercher ce qui correspond à la clé que j'ai demandé. Et puis, ouais, je vais peut-être le stocker dans quelque chose. Hein. Donc on va remettre A. Et puis, je vais refaire la même chose. FMT. Printline de A. Voilà. Donc maintenant, si je fais ça, hop, je vais cligner un coup mon écran. Donc là, eh bien là, je vais carrément, oui, je vais commenter ceci. Voilà. Donc ça n'est plus disponible. Hein. C'est bien pour vous montrer qu'on va ouvrir cette base et que les données sont persistantes, parce que c'est quand même le but d'une base de données. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien ici, on va juste faire une transaction en lecture et on va aller chercher ce bucket là et cette clé là dedans. Allons-y. Ah ben, je vous ai bien dit de faire attention tout à l'heure et moi qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'oublie de faire le casting. Voilà. Voilà, valeur de 2. Donc là, à aucun moment je n'ai recréé, à aucun moment je n'ai recréé un bucket, j'ai rien fait. Donc ici, on voit que il l'a bien ouvert cette fois-ci. Tout à l'heure, il a créé ma base. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme elle existe, il l'a ouvert. Bien qu'il n'en a pas créé une nouvelle, parce que sinon, ça aurait été overridé et la base serait complètement vierge. Donc ça, il s'en est bien occupé, il n'y a pas de souci. Et on a fait un dbView, donc on a ouvert une transaction en lecture seule. Et donc, voilà, on a été chercher notre bucket qu'on avait créé qui s'appelle test. On a été chercher notre clé dans le bucket qui s'appelle 2 et on a récupéré la valeur. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des fonctions de base de BoltDB. Donc le seul truc à se rappeler, alors voilà, je vais décommenter le truc. Le seul truc à se rappeler, c'est que donc on va pas taper directement dans la base, on va créer des transactions et à partir de là, on pourra créer de nouveaux buckets. Voilà. Mais les transactions sont des connexions vers la base de données. Donc on va se créer à chaque fois des connexions. Donc ici on a en lecture et écriture, donc on va pouvoir injecter des données, mais aussi on va pouvoir les lire. Hein. Comme tout à l'heure, on avait fait finalement ceci, on l'avait collé là-dedans. Donc on avait été lire dans notre base. Et celle-ci, eh bien celle-ci ne peut pas, ne pourra que lire les données et ne pourra pas écrire de nouvelles données dans notre base. Très bien, donc là, ce coup-ci, eh bien, on va l'adapter à notre code. Alors, je vais rouvrir mon dossier tuto. Donc revoilà notre serveur de la dernière fois.
Alors en fait, on l'a gardé tel que, mais finalement, on va pas garder grand-chose. Ouais, je vais le refaire quasi de zéro. Parce que j'ai peur du coup que ce soit pas si clair que ça. Donc ici, pour rappel, donc là, on va pas utiliser cette méthode-là. Ici, pour rappel, on avait été checker l'URL et on avait dit, si dans l'URL il y a favicon, eh bien, bon, on se passe, on fait rien. Il y a rien. Par contre, si c'est différent de favicon, eh bien, on va faire notre traitement. Donc là, c'était bien parce qu'on avait que la route. Hein, on avait la route, la route principale. Mais par contre, ça obligerait à refaire le traitement avec des regex à chaque nouvelle route. Ici, on va créer une route pour setter la base de données, pour injecter des données dedans, et on va créer une route pour, au contraire, la lire. C'est pas finalement ce qu'il y a de mieux, puisqu'à chaque fois, on va faire une regexp sur nos deux routes différentes. Donc là, simplement, on va la gérer en dur. Hein. On va juste mettre favicon, et puis, comme on avait fait la première fois, et puis on fera rien sur cette route-là. Mais bon, il faudra toujours gérer cette route favicon parce que on l'a vu avec certains navigateurs, notamment Chrome, eh bien, il fait deux requêtes en parallèle, la requête sur la route principale et la requête sur favicon. Donc, ce qui après, quand on va parser les URL, va nous poser de gros problèmes. Donc, on va la gérer tout de suite. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire dedans? Eh bien, hop, voilà, on va faire une fonction qui fait rien et on va appeler ça, alors je crois que c'est favicon.ico. Voilà. Donc celle-là, c'est géré. Donc tout ça, on va le laisser importer puisqu'on en aura besoin. Peut-être pas les regex, on verra. Alors, non, string, donc là c'est l'id, donc on va faire plus simple. Ici, on va mettre un int, et puis pour l'âge, on va mettre un int. Un truc que je vous ai peut-être pas dit lorsqu'on a vu les structs. Donc ici, après, pour la sortie, on va l'encoder en JSON. Comme on avait vu la dernière fois, on va pouvoir faire un JSON à partir d'une struct. Alors, quand vous faites ça, vous n'avez pas d'erreur. Donc vous faites votre petit serveur, tout ça, comme la dernière fois on a fait. Et vous apercevez que le JSON ne sort pas. Le JSON ne s'affiche pas et pourtant il n'y a pas d'erreur. Alors vous risquez de chercher un petit moment. Tout simplement, on l'avait vu avec le système de modularité, avec le système de package. C'est en fait le nom qui détermine si un attribut est public ou privé. Un petit peu comme dans Java par exemple, où on peut avoir dans les classes des attributs ou des fonctions qui sont privés, donc qui seront uniquement pour le fonctionnement de cette classe, et des choses qui sont publiques, donc qui seront accessibles depuis l'extérieur de la classe. Et bien dans les structs, c'est pareil. Et donc ici, ça fonctionne avec les noms. Et si on a des capitales devant les noms d'attributs, ils seront disponibles à l'extérieur. Si vous faites ceci, eh bien, dans votre JSON, on n'aura pas d'erreur. Par contre, l'attribut nom n'existera pas. Vous allez récupérer que age et ID. Donc, faire bien attention. Je vous dis ça parce que c'est du vécu. J'ai galéré un moment la première fois. Je ne comprenais pas comment ça se fait que mon JSON ne sortait pas. Alors que j'avais bien mis tous mes paramètres et surtout, j'avais géré mes erreurs et j'avais aucune erreur. En fait, il ne vous met pas d'erreur parce que c'est un comportement normal. Donc en fait, lui, il se dit, s'il n'a pas voulu rendre les attributs publics, il a le droit. C'est que c'est voulu.
Je peux très bien avoir, je peux ne pas rendre public l'ID par exemple. Il peut servir uniquement pour moi. Donc je vous dis ça parce que moi ça m'est arrivé et je comprenais pas comment ça se fait que j'avais pas d'erreur et pourtant que mon JSON ne s'affichait pas. Donc voilà pour cette petite parenthèse technique. Donc on va recréer, donc on va faire des handlefunc, hein, ça on est d'accord. Alors hop, on va en faire une ici. Alors non, je vais faire voilà. Alors t'es gentil, voilà, tu m'enlèves le bidule. Voilà, voilà. Donc là j'aurai mon truc. Alors ici je vais mettre W qui va être le response writer et R qui va être un pointeur sur la request. Ouais, si je mettais une virgule, ce serait mieux. Voilà. Alors là, je vais pas m'embêter, hein, je fais des copier-coller. Hop. Hop là. Tu vas comme ça, sans chaussettes. Hop là, voilà. Donc j'ai ma route favicon, ça c'est qui mène nulle part, enfin qui ne fait absolument rien. Ça c'est pour traiter le favicon si mon navigateur demande, va taper dans cette URL. Donc maintenant on va faire une URL qui va s'appeler set client et une URL qui va s'appeler get client. Et on n'oublie pas, voilà, de rajouter le petit slash. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, comme on a fait tout à l'heure, on va ouvrir une nouvelle base de données. Ouais, donc là, je bypass l'erreur. Hein. Voilà. Donc notre base, on va l'appeler client DB. Hein, pourquoi pas? Voilà. Et puis, on va mettre les options à nul. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un DB, un defer DB close. Voilà. Donc là, on va travailler avec des queries. Hein, ça va être plus simple. Donc on aura une adresse de type, donc on va faire ça comme ça. Une adresse de type toto.com, donc là qui serait l'adresse elle-même, la route principale. Donc ici on aura set client et on aura un truc comme ceci, nom égal machin et âge égal et ainsi de suite. Donc pour ce faire, on va faire U qui va être en fait le retour de la requête point URL voilà point query. Et là on voit que on récupère un objet URL.values. Voilà. Donc là, on a toutes les valeurs des queries qui sont là-dedans. En fait, on a des paires clés-valeurs là-dedans. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on l'a vu. On va créer une connexion vers notre base de données. Alors ici, donc on va faire db.update, puisque ça s'appelle set client, donc ça va être fait pour ajouter des clients. Donc dbupdate. Donc ici, il nous faut notre fameuse fonction avec notre contexte bolt.tx
ouais, qui va renvoyer notre erreur et donc après qui va gérer notre transaction. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un truc. Bon, là, je vais déjà dégager l'erreur. Et on va faire un truc bien dégueulasse. Voilà. Create bucket if not exist. Alors théoriquement, ce qu'il faudrait faire, c'est faire ceci avant. Parce que là, à chaque fois, ça va être create bucket if not exist. Donc si ça existe, si elle existe déjà, la bucket, elle va être ouverte. Un petit peu comme open. Bon, théoriquement, ça, on n'en a pas besoin à chaque connexion. Hein. Parce que je sais pas si vous imaginez, mais bon, après, c'est pour setter un client, donc c'est du back-end, mais même du back-end, s'il y a 3-4 personnes qui sont en train de setter un client, parce que imaginons que ce soit pour un logiciel en interne, par exemple un logiciel de compta, pourquoi pas. Donc une appli serveur de compta. Vous avez 3-4 personnes qui sont en train de rentrer des clients en même temps. Bon, bah, en même temps, c'est pas possible, hein, puisque on ne peut pas faire plusieurs updates en même temps. Mais c'est pas super idéal de checker si ça existe et à ce moment-là de l'ouvrir. Normalement, on ferait juste un bucket comme on avait fait dans la vidéo. Et puis le create, on ferait une route à part pour la créer une bonne fois pour toutes. Et puis voilà. Mais là, pour notre exemple, on va utiliser ça. Alors, je vous dis, en termes d'efficacité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais là, pour le cas, on va faire comme ça. Donc, à chaque connexion, il va checker, il va essayer de créer un bucket. Et donc, il va s'apercevoir qu'il ne peut pas le créer puisqu'il existe déjà. Et donc, il va l'ouvrir. Donc, comme je vous dis, à chaque connexion, il vaudrait mieux l'ouvrir et avoir un truc pour la créer une première fois. Mais bon, ici on va faire comme ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, create bucket if not exist. Alors, mon bucket, je vais juste l'appeler client. On va pas s'embêter, surtout que, en plus, je me tue à vous répéter que c'est des slices d'octets qu'il faut faire attention et moi, je ne le fais pas. Voilà. Donc maintenant, on a créé notre nouvelle base de données, où on l'a ouvert si elle existe déjà. Et maintenant, on peut faire des db dbput. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va mettre une clé. Alors, on va mettre la clé... je vais faire du type aliasing parce que ça me gonfle un petit peu à chaque fois de remettre slice byte. Donc, je vais créer un nouveau type. On l'avait déjà vu. Hein, ah, mais bon sang. Voilà. On l'avait déjà vu, mais voilà, je vous le redis en passant. On peut faire des alias de type. Donc ici, je vais appeler ça B. Et je vais lui dire que, au lieu de faire comme ici une struct, je peux lui dire que c'est un slice d'octet. Et donc maintenant, en fait, si je fais slice byte de client, ça revient à la même chose que si je fais ça. Ouais. Donc en fait, on lui dit que B, c'est un alias, un raccourci vers un slice d'octet. On a simplement renommé un slice d'octet en type B. Mais par contre, slice d'octet est toujours disponible. Ça marche toujours. Bon, il faudrait que je fasse comme ça. Donc ici, on a dit, ça va être la variable nom. Là, il me fait une erreur parce qu'il faut que je lui mette la valeur aussi. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec mon slice. Donc,
SliceDoctée est toujours disponible, il n'y a pas de souci. Simplement, on a créé un nouveau type qui est ni plus ni moins qu'un SliceDoctée. Donc ici, moi, ça me permet de pas être obligé à chaque fois de retaper tout ça. Je mets juste B. Et donc, B étant un SliceDoctée, eh bien, je peux, du coup, remplacer SliceDoctée par B. Voilà. Alors, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va lui passer? Eh bien, on va lui passer ce qu'on va récupérer via notre URL. Hein, on a vu que ici, j'ai récupéré, grâce à Query, j'ai récupéré, alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà. Je récupère des values. Donc, en fait, je récupère des ensembles de clés et valeurs que j'ai passées via mon URL. Donc, je vais faire U, get, et dedans, eh bien, je récupérerai l'attribut que j'ai appelé nom. Tout simplement. Il y aura un attribut nom. Alors là, par contre, il faudra bien définir ce que vous voulez récupérer et comment vous voulez le récupérer. Donc, faut bien définir vos structures de données, puisque après ça, il va falloir le passer par l'URL. Donc, il va falloir définir tout ce qui est à passer dans l'URL via l'API. Alors, get, qu'est-ce qu'il me renvoie? Ah ben, il me renvoie une string. Bon, ben, on va la convertir, c'est pas le souci. Voilà. La plupart renvoient des SliceDoctée, puis lui, il renvoie une string. Bon, bah pourquoi pas. Hein. Allons-y. Donc, le nom. Ici, âge. On va mettre âge. Et l'ID, on va mettre pareil, ID. Alors, c'est pareil, c'est pour l'exemple. Ici, je vais setter un ID à la main, mais je ne peux pas me rappeler de tous les ID de tous les clients. Hein, on est bien d'accord que ça, normalement, ça se fait automatiquement derrière. Dans une vraie application, l'ID serait géré automatiquement. Si on veut setter un nouveau client, on met les renseignements de ce client et puis l'ID serait généré automatiquement. Là, c'est pareil, une fois de plus, c'est uniquement pour l'exemple. Donc ben voilà, le job est plutôt fait. Donc maintenant, on n'oublie pas de retourner. Alors ici, on va, comme il n'y a pas d'erreur, on n'a rien, enfin comme on n'a pas géré d'erreur, on va retourner nul. Hein. On va pas s'embêter. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, donc on a seté notre client. Ça c'est bien, on a fait un nouveau client. On va passer à maintenant la récupération des informations du client. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais copier ce code là et puis je vais le modifier selon mes besoins. Voilà. Donc là on a le même code. Donc ici on va bien récupérer via l'URL. On va récupérer un query. Donc ici on va aller taper dans notre base de données, logique. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette base de données? On va faire un view. Là on a besoin juste, pour le get client, on a besoin juste d'une lecture. On n'a pas besoin d'écrire des données. Ben, ça tombe bien. On va utiliser une transaction en lecture seule. Donc ici, TX, on va mettre seulement bucket. Voilà. Donc on va ouvrir un bucket. Ah oui, donc on n'oublie pas qu'ici, il n'y a pas d'erreur. Donc on ne la bypass pas. On va enlever nos puts. On va faire un get. Voilà. Et en get, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en get, on va aller juste faire un get par ce qu'on va passer ici, dans les queries, on va passer une ID et on va vouloir récupérer les infos du client selon l'ID. Donc, on va récupérer l'ID dans l'URL
On va la transformer en slice d'octet, puisque mon type B est un slice d'octet. Et après, eh bien, on va aller chercher cette clé dans notre bucket ici, qui est dans notre base de données. Donc ça, c'est pour la transaction, enfin, c'est pour la recherche dans la base. Ensuite, on va faire un nouveau client qu'on va appeler CL. Alors, CL va être client. Et donc ici, on va setter le nom. Donc je m'aperçois que j'ai fait une grosse erreur ici. Oui, je vais remettre la main. Donc en fait, oui, voilà. Je suis désolé, j'ai fait une grosse erreur ici. Donc là, en fait, mon code là, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre ici que j'ai laissé create bucket if not exist voilà, dans mon code plutôt que bucket, enfin, plutôt que chercher à faire un truc avec un bucket. Mais en fait, voilà, on va créer un bucket par client. C'est ici, en voulant le récupérer, que je me suis aperçu que j'ai fait une erreur. Donc ici, on va vouloir créer un bucket par client. Et en fait, dans chaque bucket, donc chaque bucket sera désigné par l'ID du client. Et donc, ce bucket comprendra le nom, l'âge et ainsi de suite. Donc ici, c'est là qu'on fait uget ID. Voilà. Non, bah ID, on va le mettre en... Voilà, entre guillemets. Donc ici, on va à chaque fois qu'on va faire un update, on va... donc on va checker en fait, ici, on va vouloir créer un nouveau bucket qui va être nommé de l'ID du client. Et en plus, ça nous permettra, si le bucket existe déjà, donc de l'ouvrir et donc de mettre à jour ces infos-là. Si on passe des infos différentes sur cet ID-là, ces infos-là vont être écrasées. Donc elles vont être updatées. On pourrait avoir aussi des adresses, on pourrait avoir plein de trucs. Donc là, c'est sûr que ça marchera mieux. Donc du coup, donc ici, je ne vais pas récupérer un bucket. Alors, hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Ouais, d'ailleurs, pourquoi j'ai appelé ça DB? Décidément, aujourd'hui. Voilà. Je vais mettre le bucket. Je vais appeler ça bucket. Ce sera quand même plus simple. Et donc, pareil ici, dbview, et je vais appeler ça bucket. Voilà. Ce sera quand même moins... Oui, parce que surtout db, c'est ça, donc ça aurait mis un beau bordel. Donc ici, mon bucket, en fait, ça va être le nom du bucket, hein, on a vu ici. C'est en fait l'ID du client. Donc ici, on va aller dans Get Client, on va passer l'ID. Cet ID, eh bien, il va nous permettre d'aller récupérer le bucket qui s'appelle comme l'ID. Et après, une fois qu'on a ce bucket, on va construire notre client. Eh bien, donc ici, ça va être bucket.get, et puis on a appelé ça nom. Donc, non. Une virgule. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc je vais le convertir en string.
Alors, pour age, on serait tenté de faire un petit peu la même chose. Alors ici, on va récupérer, ça va nous renvoyer un slice d'octet. Donc ici, je l'ai converti en string. Jusque-là, tout va bien. Sauf que là, je veux des int. Alors, mon slice d'octet, je ne peux le transformer que en string. Il y a bien le package binary, mais le package binary, si c'est pas paramétré correctement, les résultats sont plutôt hasardeux. À la base, je suis pas sûr que ce soit fait pour ça. Donc en fait, ce qu'on va faire ici pour être sûr d'avoir le bon résultat correct, on va d'abord convertir notre slice d'octet en string et ensuite on va faire un strconv pour transformer la string en entier. Alors ça, on va le faire à côté. Hein. Là, je vais être obligé, puisque le strconv va lui renvoyer une valeur et une erreur. Donc, je ne pourrais pas l'injecter ici directement. Donc, je vais faire age. L'erreur, je vais la bypasser. Et puis, on va faire un strconv dans un premier temps. Atui. Et on voit bien que ça me renvoie un int et une erreur. Donc moi, je vais récupérer l'int ici, puis le balancer là après. Donc ici, strconv atui 2, on avait dit la conversion en string de bucket get, et ici, ça s'appelle age. Et on n'oublie pas aussi de le convertir en slice d'octet. Donc voilà, ça fait un paquet d'imbrications, mais c'est le moyen le plus sûr de récupérer l'entier qu'on a stocké là-dedans. Et donc maintenant, age sera égal à age, voilà, qui est bien un entier. Et puis donc l'ID, l'ID, on va pas s'embêter, hein, puisqu'on va pas le stocker, ça sert à rien. On va pas s'embêter à stocker un ID, puisque c'est le nom. Il est déjà stocké sous forme du nom du bucket. Donc ici, on va tout simplement remettre l'ID qu'on a passé en fait. Hein. Ah oui, mais il faut que je refasse une conversion. Donc je vais faire ça. Ouais, donc pour l'ID, on va faire la même chose. ID, il sera, donc il y aura une erreur aussi, hein, puisqu'on va faire un strconv. Il sera égal à strconv.a2i. Donc a2i prend une string. Alors on va faire, non, même pas. Ici, on va juste faire u get ID. Donc en fait, tout simplement, on va dans notre query récupérer l'ID comme on l'a fait ici. Donc j'aurais pu faire une variable ID, hein, là c'est pas grave. Donc on va récupérer notre ID, et comme notre ID c'est une string, on va directement le convertir en entier. Et après ici on va mettre ID. Voilà. Donc on a créé notre nouveau client. Ah oui, on n'oublie pas la virgule. Donc voilà, tant bien que mal, on a réussi à créer notre nouveau client. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. C'est renvoyer vers le writer, donc vers la réponse, ces informations. Mais ces informations, on va prendre soin de les encoder en JSON. Donc là, pareil, moi je suis sûr du truc, donc je vais pas gérer l'erreur. Hein. Je vais la bypasser, mais normalement il faudrait la gérer. Hein. Donc ici, en writer, je vais lui passer notre W. Et puis, on va encoder, tout simplement CL. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Donc on fait un petit peu le tour du propriétaire quand même, surtout que j'ai fait des modifs, hein, je m'excuse d'avoir rebidouillé ce bout là, mais bon,
Du coup, on disait que c'était du live coding. Mais en fait, ouais, là-dessus, là, j'avais merdé. Donc voilà, alors j'ai une route 7 clients qui va prendre 3 paramètres, l'ID, le nom et l'âge, hein, respectivement appelés comme ça, ID, nom et âge. Et donc on va créer un bucket qui va avoir pour nom l'ID et qui contiendra les informations du client à qui appartient cet ID. Donc ici, ensuite, on va mettre dedans le nom et l'âge. Bien sûr, hein, on pourrait avoir beaucoup d'autres choses. Ensuite, ensuite, on crée une deuxième, enfin pour le coup une troisième route si on enlève favicon, mais voilà. Bref, on va créer une nouvelle route qui va s'appeler getClient. Et celle-ci, donc on va récupérer les queries pareil. Celle-ci en query, on passera juste l'ID. Alors c'est pareil, hein, c'est pas un modèle d'API que je vous ai fait, c'est vraiment pour qu'on voit le mécanisme avec la base de données. Mais bien sûr, il faudrait avoir, parce que se rappeler les numéros de clients, c'est pas possible. Donc il faudrait implémenter un système de recherche via des noms, où voilà, on pourrait traverser tous les buckets à la recherche d'un nom. Donc ça, après, c'est à vous de l'implémenter derrière. Là, vraiment, c'est uniquement pour de l'exemple. Ça n'a absolument rien de viable et de fonctionnel. Donc, on crée notre nouvelle ID. Dans la query, on passera l'ID. Donc ici, on va rechercher le bucket qui s'appelle, qui aura le nom de l'ID qu'on a créé. Donc pareil, j'ai pas géré le cas où l'ID n'existait pas. Là, on va faire juste uniquement avec des ID qui existent, mais il faudrait gérer si l'ID en fait n'existait pas, et bien renvoyer un message d'erreur via le JSON. Donc là, on va créer un cas idéal où on va taper que dans des ID qui existent. Donc on va aller récupérer notre ID, donc notre bucket qui s'appelle comme notre ID, et puis après on va setter un nouveau client qu'on avait créé ici de type client. Donc on va le setter après avec les différents trucs. Donc ici on va récupérer le nom. Ici age, donc on va récupérer l'âge dans la base de données qu'on va convertir en string puis en int. Et puis pareil pour l'ID, donc l'ID on va récupérer celui qu'on a passé en query et on va le transformer en int. D'ailleurs à la limite j'aurais pu le mettre en string, puisque ici un int n'a absolument finalement aucune valeur. À aucun moment on va utiliser un opérateur dessus ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'on aurait gagné à mettre nos ID sous forme de string. Et donc à la fin, donc notre nouveau client qu'on a seté, eh bien on va l'envoyer à la réponse en JSON. Bon, eh bien après tous ces efforts, on va enfin faire notre test. Ouais, non, on va déjà taper les bonnes commandes. Run main go. D'accord. Oui, c'est logique. C'est logique. On est parti. On y va. Voilà, notre serveur tourne. Alors ici, on va mettre localhost 555. Voilà, donc là on a une erreur 404, c'est normal. D'ailleurs on voit que moi je ne l'ai pas géré, hein, c'est juste lui qui me met 404. Donc c'est prévu dans le code. On va faire un set client. Alors on voit que j'ai déjà fait des essais. Hein. Alors voilà, set client. On lui met un point d'interrogation. On va mettre le nom Alfred. On va séparer toutes nos paires clés valeurs par un et commercial, l'esperluette.
âge 78 et ID 1. Ah ben ouais. ID égale 1. Ce sera quand même beaucoup mieux. Donc là c'est pareil. J'aurais dû renvoyer un petit message. Ça aurait été pas mal si j'avais renvoyé un petit message comme quoi le client était CT. Hein, mais bon. J'aurais pu mettre dans le writer juste un petit message. Bon là, voilà, je l'ai pas fait, c'est un oubli. Mais pour avoir un retour visuel comme quoi la base a bien été updatée. Bon, c'est pas grave. Donc on voit que l'ordre a absolument aucune importance, hein, puisque c'est des paires clés-valeurs. Lui il récupère tout et puis après comme on fait un get, on va aller chercher ce qu'on a besoin. Vous voyez, je pourrais très bien mettre, on va faire âge égale 45 et nom égale Steph et ID égale 2. Voilà. Et puis, hop, on va faire ID égale 3 et nom égale Élise. Et âge égale 32. Voilà. Donc l'ordre n'a absolument aucune importance. Donc là, j'ai injecté ça dans ma base de données. Et maintenant, si je fais getClient ID égale 1, eh bien, j'ai bien mon retour. Non, ID égale 1. Voilà. Donc j'ai CT 3 clients. Hein. Donc l'ID 2, c'est Steph, âge 45 ans, et 3. Voilà. Et on voit au passage, hein, on voit que c'est un JSON, donc ça c'est un JSON valide. On voit ici que Élise, c'est une string, mais que l'âge et l'ID sont des int, puisqu'ils ne sont pas entourés de guillemets. Donc c'est des types numériques. Là en l'occurrence les int. Donc maintenant, l'avantage c'est que comme c'est une base de données, hop là, on va couper le serveur, voilà, on le relance. Et donc j'ai à nouveau, selon mes clients, ah, il va me mettre une erreur, bim, ah bah là, oui, il n'aime pas vraiment. Donc ça c'est pareil, il faudrait qu'on la gère, hein. Comme je vous l'ai dit, il faudrait gérer cette erreur dans le back-end si on tape un identifiant qui est pas bon. Avoir un message d'erreur en disant que cet identifiant n'existait pas. Voilà. Mais donc on voit que mes données ont persisté, elles sont toujours dans ma base. Et si je révèle pareil dans l'explorateur, ma base de données, elle est toujours de 32 kg. Elle n'a pas augmenté. Donc vraiment, bon, on a un DBlock, là c'est pour le fonctionnement de la base de données. Donc dans l'esprit, c'est un petit peu comme ça qu'on va pouvoir se créer des API. Donc là, c'est vraiment un exemple, comme je dis, qui n'est pas du tout représentatif. Je l'ai bien arrêté. Donc c'est pas représentatif d'une vraie API, hein, loin de là, c'est très mal construit, mais c'est vraiment pour vous montrer juste le mécanisme. À la fois de Bolt, hein, et puis le mécanisme global pour aller créer, pour faire nos API. Donc, eh bien voilà pour le fonctionnement de base et puis l'interaction avec une base de données qui, elle, est embarquée.
Donc je vous le rappelle, hein, ici, donc on a utilisé BoltDB, mais vous pourriez utiliser une autre base de données ou donc une autre base embarquée ou des drivers pour aller vous connecter sur une base qui existe déjà, comme si vous avez du MySQL, Postgre ou quoi que ce soit qui est déjà installé sur votre serveur. Quelle que soit votre base, à moins que ce soit quelque chose d'un petit peu exotique, mais la plupart des bases de données traditionnelles, qu'elles soient SQL ou NoSQL, elles sont gérées, il y a des drivers qui existent pour faire l'interface avec Go. Donc ça vous permet, vous pouvez utiliser votre base habituelle. Si vous êtes habitué à du MySQL, eh bien il n'y a pas de souci. Il y a même un paquet qui permet de faire du SQLite. Pour ceux qui seraient habitués à faire du SQLite avec soit Android, soit Python, il y a un package pour SQLite 3 qui existe pour Go. Donc il y a un peu toutes les bases de données populaires où on retrouve des drivers pour aller se connecter dessus, s'interfacer avec. Donc eh bien voilà, je crois qu'on a déjà bien bossé là-dessus. Eh bien moi je vais vous laisser là-dessus et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!